6e jour de réclusion 4. L'empereur n'est pas sorti encore. Il avait dit pourtant qu'il monterait à cheval sur les 4 heures. Mais la pluie est venue déranger son intention. Il a reçu le grand maréchal sur les 8 heures. Il m'a fait appeler pour dîner avec lui. Il a dit que le gouverneur était venu chez le grand maréchal, qu'il y était demeuré plus d'une heure. Il y avait tenu une conversation souvent pénible, même parfois offensante. Il avait parcouru divers objets avec beaucoup d'humeur et très peu d'égard, d'une manière très vague et sans résultat, nous reprochant surtout à ce qui paraissait de nous plaindre beaucoup et sans raison, disait-il. Il soutenait que nous étions très bien et devrions être contents, que nous semblions nous abuser étrangement sur nos personnes et nos situations, que du reste du mois cela a été compris ainsi. Il voulait être assuré chaque jour pour témoignage évident de l'existence et de la présence de l'empereur. Il est certain que ces points étaient la véritable cause de son humeur et de son agitation. Plusieurs jours venaient de circuler sans qu'il eût pu recevoir des rapports de son officier ou de ses espions. L'empereur n'étant point sorti et personne n'étant censé avoir été admis chez lui. Mais comment s'y prendrait-il? C'est ce qui nous a fort occupés à notre tour. L'empereur ne se soumettrait jamais, fût-ce au péril de sa vie, à une visite régulière qui pourrait au fait se renouveler capricieusement à toute heure du jour et de la nuit. Le gouverneur emploiera-t-il la force et la violence pour disputer à l'empereur un dernier asile de quelques pieds en carré et quelques heures de repos? Ces instructions doivent avoir prévu le cas. Aucun outrage, aucun manquement, aucune barbarie ne me surprendront. Quant aux expressions du gouverneur sur ce que nous abusions sur nos personnes et notre situation, nous savons fort bien que, lieu d'être aux Tuileries, nous sommes à Sainte-Hélène, que, lieu d'être maîtres, nous sommes captifs. On croit dès lors, pourrions-nous donc nous abuser? Sur la Chine et la Russie, rapprochement des deux grandes révolutions de France et d'Angleterre. 5. Sur les 10 heures du matin, l'empereur est monté à cheval. C'était sa première sortie. Les résidents de la compagnie des Indes à la Chine se trouvaient là, sollicitant depuis longtemps l'honneur de lui être présenté. Il a fait appeler, la questionner pendant quelques minutes avec beaucoup de bienveillance. Nous avons fait route ensuite pour aller voir Madame Bertrand. L'empereur y est resté plus d'une heure. Il était faible à échanger. Sa conversation traînante. Nous avons regagné Longwood. L'empereur a voulu déjeuner à l'heure. Il a fait appeler notre hôte de voyage, le bon monsieur Balcom, et les résidents à la Chine qui se trouvaient encore là. Tout le temps du déjeuner s'est passé en question sur la Chine, sur sa population, ses lois, ses usages, son commerce. Les résidents racontaient qu'il y a peu d'années, il était arrivé aux circonstances entre les Russes et les Chinois qui peut avoir des suites si les affaires de l'Europe nous ont entièrement absorbé. La Russie, les voyageurs russes, Krusenstern, dans son voyage autour du monde, relâcha à Canton avec ses
du bâtiment. On le reçut provisoirement. On lui permit tout en attendant les ordres de la cour, les ordres des fureux, dont étaient chargés ces vaseaux, étaient les remplacés par du thé. Ces autres se feront attendre plus d'un mois. Monsieur de Krusenstern était déjà parti depuis 2 heures quand ils arriveront. Et portant que les 2 vaseaux usant assortis à l'instant que tout commerce avec les Russes dans cette partie demeurait interdit, qu'on avait assez accordé à leur empereur par terre dans le nord de l'Empire, qu'il était ennuyé qu'il eût tenté de les croître. Encore dans le midi, par mer, qu'on montrerait une vif mécontentement à ceux qui leur aurions appris cette route l'autre portée. Encore qu'ici, les bâtiments étaient en partie avant l'arrivée du rescrit de Piquen. La factorerie anglaise serait chargée de l'affaire parvenir par les voies de l'Europe à l'empereur des Russes. Napoléon s'était trouvé très fatigué de sa courte sortie. Il y avait 7 heures qu'il n'avait pas quitté sa chambre. C'était la première fois qu'il reparaissait au milieu des nues. Nous avons trouvé ses traits visiblement altérés. Sous les 5 heures, il m'a fait appeler. Le grand maréchal était auprès de lui. Je l'ai trouvé déshabillé. Il avait essayé vainement de reposer. Il se croyait un peu de fièvre. C'était de la cubature. Il avait fait allumer de feu et n'avait pas voulu de lumière dans sa chambre. Nous avons causé ainsi dans l'obscurité, à conversation perdue jusqu'à 8 heures, que l'empereur nous a renvoyé pour dîner. Il avait été question dans les jours de rapprochement des 2 grandes révolutions d'Angleterre et de France. Elles ont beaucoup de similitudes et de différences observées. L'empereur, elles sont inépuisable pour la méditation. Et il a dit alors des choses fort remarquables et fort curieuses. Je vais réunir ici ce qui a été dit en cet instant, ou bien encore dans autre moment. Dans les 2 pays, la tempête se forme sous le doux règne indolent et faible de Jacques Ier et de Louis XV. Elle éclate sous le doux infortuné Charles Ier et Louis XVI. Tous tombant victimes, tous périssant sur l'échafaud, et leurs 2 familles sont proscrites et bannies. Les 2 monarchies deviennent 2 républiques et durant cette période les 2 nations se plongeant dans les essais qui pouvant dégrader l'esprit et le cœur. Elles se déshonorant par des scènes de fureur, de sang et de folie, elles brisant tous les liens et renversant tous les principes. Alors dans les 2 pays, 2 hommes arrêtant le torrent d'une main vigoureuse et régnant avec lustre. Après eux, les 2 familles héréditaires sont rappelées, mais toutes prenant une mauvaise direction. Elles font de fautes. Une nouvelle tempête éclate. Un opinion dans les 2 pays rejette en dehors du territoire des 2 dynasties rétablies sans qu'elles aient pu venir à bout de faire opposer la moindre résistance aux 2 adversaires qui les renversent.